Au tournant du XXIe siècle, la marine américaine lança un projet ambitieux, la classe de destroyers Zumwalt. Destinés à incarner une nouvelle génération de navires, ces destroyers multifonctions, dotés de capacités furtives révolutionnaires, furent conçus pour des missions d'une discrétion remarquable. Contrairement à leurs prédécesseurs, qui se concentraient principalement sur la lutte contre d'autres navires et la défense aérienne, les Zumwalt s'orientaient aussi vers un rôle inédit, l'attaque terrestre. Leur puissance de feu n'était pas en reste. Parmi leurs armements, on retrouvait notamment le système de lancement vertical MK57 et les canons avancés de 255 mm, destinés à apporter un appui naval précis lors des opérations terrestres. Derrière une silhouette élancée et discrète, le destroyer cachait un poids impressionnant de 16 000 tonnes, que son profil étudié dissimulait habilement, lui donnant l'apparence d'un simple chalutier au radar ennemi. Malgré ses prouesses techniques indéniables, le Zumwalt pourrait bien être jugé trop en avance pour notre époque. Un navire pensé pour un siècle aux défis encore à venir. Pour les passionnés d'histoire militaire moderne, notamment de la Seconde Guerre mondiale, la compréhension de documents originaux et sources primaires en allemand est souvent indispensable. Une application comme Babel, qui figure parmi les meilleures plateformes d'apprentissage linguistique dans le monde, offre une ressource précieuse. Grâce à ses cours préparés par des linguistes et enseignants natifs, apprivoiser des noms, lieux et armements complexes devient plus accessible, même pour ceux qui débutent. En utilisant la reconnaissance vocale et les méthodes interactives, Babel permet à chacun de gagner en confiance, améliorant l'expérience de lecture et de compréhension historique, notamment des dossiers tirés de documents d'archives. Proposant 14 langues différentes, dont l'italien, le français et le russe, l'application est particulièrement adaptée à une audience adulte désireuse de découvrir l'histoire avec une dimension authentique et complète. Pour les spectateurs de Dark Seas, une offre spéciale prévoit une remise de 60%. Il est ainsi possible d'apprendre une nouvelle langue en seulement 3 semaines. Une opportunité précieuse pour enrichir ses connaissances tout en explorant le passé militaire. L'idée d'un destroyer totalement repensé pour entrer dans le XXIe siècle remonte aux années 1990. Ce concept fut initialement développé dans le cadre du programme DD-21, un projet visant à créer le destroyer le plus performant et polyvalent de son temps. Cependant, face à des coupes budgétaires conséquentes, le programme fut réduit et rebaptisé DDX, puis finalement DDG-1000. À partir de 2005, la phase de conception détaillée et d'intégration commença, rassemblant divers acteurs majeurs de la défense américaine. Raytheon s'occupa du système de mission, tandis que Northrop Grumman, General Dynamics Bath Iron Works et BAE Systems prenaient respectivement en charge la coque, les systèmes mécaniques et électriques, ainsi que les canons avancés. Ce projet mobilisa une grande partie de l'industrie américaine, impliquant presque tous les États-Unis à travers de nombreux sous-traitants. Malgré cela, le financement véritable ne démarra qu'en 2008. General Dynamics fut alors chargé de construire le premier exemplaire de cette classe, destiné à remplacer les cuirassés d'antan dans leur rôle. Le USS Zumwalt, vaisseau amiral de cette nouvelle classe, honore l'amiral Elmo Zumwalt, un réformateur respecté pour avoir modernisé la marine américaine. Sa mise en chantier débuta en 2011, suivie de son lancement en 2013, puis de ses premiers essais en mer en 2014. Ces tests ont permis d'évaluer ses performances dans des conditions difficiles, avant qu'elle ne soit intégrée à la flotte du Pacifique en 2016, avec son port d'attache fixé à San Diego, Californie. Sa coque à forme renversée, dite Tumble Home, s'évase vers l'intérieur au-dessus de la ligne de flottaison, tandis que son étrave en forme de lame de couteau contribue non seulement à une meilleure pénétration dans les vagues, mais également à réduire grandement sa signature radar, un avantage crucial en situation de combat. On a souvent présenté le Zumwalt comme une prouesse technologique, et non sans raison. Avec ses quelques 16 000 tonnes de déplacement et près de 180 mètres de longueur, il s'agit du plus imposant destroyer jamais construit pour la marine américaine, tout en renvoyant au radar une signature comparable à celle d'un petit bateau de pêche, grâce à sa carène Tumble Home et son architecture de superstructures anguleuses. Cette discrétion n'est pas un détail esthétique, mais un avantage opérationnel majeur, permettant d'approcher une zone contestée avec un profil discret.
le capitaine James A. Kirk, à l'issue des essais, n'hésitait pas à parler d'un navire véritablement remarquable sur le plan technique, conçu pour affronter des missions exigeantes où la polyvalence, la puissance de feu et la furtivité doivent coexister. Dans sa philosophie d'emploi, la classe Zumwalt a été pensée dès l'origine pour cumuler plusieurs rôles. Bien sûr, elle conserve les missions classiques d'un destroyer moderne, défense anti-aérienne, lutte de surface et lutte anti-sous-marine. Mais elle ajoute une vocation que ses devancières n'avaient pas au même degré: l'appui aux forces terrestres. L'armement reflétait cette ambition, notamment avec le système de lancement vertical MK-57, plus moderne et périphérique à la coque, et surtout 2 canons avancés de 150 mm prévus pour frapper loin à l'intérieur des terres avec des projectiles guidés. Cette combinaison devait offrir, sur le papier, un appui-feu précis et prolongé, dans la profondeur, à partir de la mer. La plateforme aérienne à l'arrière prolonge ce concept d'emploi combiné. Le pont d'envol et le hangar permettent d'embarquer soit 3 drones hélicoptères MQ-8B, soit 2 hélicoptères MH-60R, chacun pouvant emporter des missiles anti-chars Hellfire ou des torpilles selon le profil de mission. Cette modularité aérienne, appréciée des équipages expérimentés, sert autant à la reconnaissance et à la désignation d'objectifs qu'au combat naval rapproché contre des menaces de surface ou sous-marine. Pour un public habitué à l'évolution des marines depuis la fin de la guerre froide, il est aisé d'y voir la traduction navale d'un besoin ancien: relier le renseignement en temps réel, la frappe de précision et la survivabilité de la plateforme. Sous le capot, si l'on ose dire, l'architecture informatique constitue l'un des changements les plus sensibles pour l'équipage. Le cœur numérique du navire repose sur un environnement unifié qui agrège les applications de bord, de la gestion de l'énergie aux senseurs, en passant par les systèmes d'armes, et les rend accessibles de n'importe quel poste autorisé. Cela se traduit au quotidien par des postes opérateurs plus flexibles et une circulation de l'information plus fluide. L'espace réservé aux serveurs, aux baies électroniques et aux modules durcis illustre la place prise par la maintenance logicielle et les mises à jour incrémentales dans la vie d'un grand bâtiment de combat contemporain. Pour une génération familière des systèmes intégrés dans l'automobile ou l'aviation, l'analogie est parlante. On pilote de plus en plus une architecture logicielle autant qu'un objet mécanique. Autre rupture, la propulsion et la distribution électrique. Le Zumwalt adopte une solution tout électrique. Des turbines à gaz de forte puissance produisent l'énergie nécessaire à la fois à l'entraînement et aux besoins des capteurs et armements. Cette réserve de mégawatts ne se voit pas, mais elle conditionne l'emploi présent et futur du navire, offrant des marges pour des systèmes gourmands en énergie, tout en réduisant l'empreinte infrarouge et acoustique par un agencement étudié des échappements et des moteurs électriques. En termes simples, le destroyer a été dimensionné non seulement pour ce qu'il emporte aujourd'hui, mais pour ce qu'il pourrait accueillir demain lorsque les technologies mûriront. Pourtant, malgré ces choix ambitieux, la trajectoire du programme n'a pas été linéaire. Au moment où la construction avançait, certaines briques technologiques n'avaient pas atteint la maturité attendue, ce qui a entraîné des retards, des renchérissements et des compromis. Le coût unitaire s'est envolé, dépassant de loin celui des classes précédentes, alors même que la série, initialement imaginée comme une flotte de plusieurs dizaines d'unités, fut réduite à 3 navires. Cette contraction a eu un effet en cascade, limitant les économies d'échelle et compliquant la logistique comme la formation. Un lecteur ayant suivi l'histoire des grands programmes d'armement reconnaîtra ce schéma. L'innovation de rupture, lorsque la série se réduit, perd une partie de son amortissement naturel. La question de l'équipage illustre aussi l'équilibre délicat entre automatisation et résilience. Le navire a été conçu pour fonctionner avec un effectif réduit par rapport à des destroyers de taille comparable issus de générations antérieures. Pour des marins expérimentés, cela signifie des quarts plus denses, des compétences transverses plus pointues et une redondance humaine moindre. En situation de crise, avarie, incendie, dommages de combat, la réserve de bras compte. Les experts qui ont soulevé cette crainte ne contestent pas la valeur de l'automatisation, mais rappellent que sur mer, la gestion de l'imprévu reste une affaire d'hommes et de femmes autant que de logiciels. Les déboires les plus visibles sont venus des canons avancés de 150 mm. Leurs munitions guidées à longue portée, au cœur du concept d'appui-feu littoral, ont vu leur coût unitaire grimper à des niveaux jugés difficiles à soutenir,
jusqu'à rendre l'approvisionnement intenable. En pratique, 2 pièces majeures se sont retrouvées sans projectile économiquement viable, neutralisant une partie de la raison d'être initiale du bâtiment. Pour un lecteur habitué aux comparaisons, c'est un peu comme si l'on disposait d'un excellent châssis et d'une transmission sophistiquée, mais que le carburant spécifique, trop rare ou trop cher, empêchait d'exploiter la voiture comme prévu. Face à cette impasse, l'orientation opérationnelle a évolué. Plutôt que d'insister sur un rôle d'artillerie navale à longue portée, la mission a été révisée en faveur de la guerre de surface et de l'intégration de capacités de frappe modernes depuis des cellules de lancement. Cette réorientation s'inscrit dans un contexte stratégique où la portée, la précision et la survivabilité priment, notamment face à la prolifération de menaces de déni d'accès et à l'accélération technologique des arsenaux adverses. La plateforme, avec sa réserve énergétique et sa furtivité, se prête à ce pivot, même si cela signifie renoncer à une partie du concept initial. Il serait réducteur, toutefois, de n'y voir qu'un échec. Les retours d'expérience, aussi coûteux soient-ils, nourrissent les générations suivantes de navires et d'architecture. La modularité des systèmes, la distribution périphérique des cellules de lancement verticales, la gestion thermique et la réduction des signatures, ou encore la centralisation logicielle des fonctions, représentent des acquis qui infusent déjà dans d'autres projets. Pour des professionnels ou amateurs éclairés de plus de 40 ans, l'analogie avec d'autres industries s'impose. Des prototypes semi-opérationnels permettent de valider des chemins techniques, même si le produit final ne correspond pas entièrement au cahier des charges initiales. Dans ce cadre, l'avenir de la classe se dessine autour d'intégrations d'armements plus en phase avec les exigences actuelles, notamment des missiles de nouvelle génération. La logique est claire, capitaliser sur les qualités structurelles du navire, signature réduite, énergie abondante, architecture intégrée, pour y greffer des moyens de frappe et de détection pertinents à l'horizon des menaces émergentes. Ce mouvement suppose des chantiers de modernisation, des validations techniques et des cycles d'essai, mais il redonne une cohérence d'ensemble au programme, en alignant la plateforme sur une mission réaliste et soutenable. Sur le plan humain, les marins affectés à ces unités ont dû apprendre un environnement où la compétence numérique est aussi cruciale que la culture navale traditionnelle. La maintenance prédictive, l'analyse de données, la gestion des configurations logicielles deviennent des compétences centrales, aux côtés de la navigation, de la manœuvre et du combat. Pour une génération 40+, ce glissement n'est pas une rupture, mais une extension logique. Comme dans l'aviation civile et l'automobile, l'électronique et le logiciel prennent davantage de place, sans effacer l'exigence de savoir-faire pratique. Enfin, il convient de rappeler que le Zumwalt n'est pas un navire isolé, mais la tête de série d'une triade, aux côtés de ses cadets. Chacun d'eux a servi de banc d'essai à des solutions légèrement différentes, au fil des correctifs et des retours d'expérience. Ce rythme incrémental, moins spectaculaire qu'un grand soir technologique, n'en est pas moins la voie la plus sûre pour transformer une démonstration de technologie en capacité opérationnelle durable. Dans un monde maritime où la complexité augmente et où les budgets sont scrutés, cette patience méthodique, faite de compromis intelligents et de pragmatisme, demeure la clé pour que l'innovation serve réellement la mission, sans se perdre dans l'exceptionnel pour l'exceptionnel. À mesure que le programme mûrissait, une évidence s'est imposée aux décideurs comme aux ingénieurs. Pour que la plateforme conserve sa pertinence, il fallait réaligner la mission sur des capacités réellement soutenables et évolutives. Le cœur de ce réalignement a consisté à privilégier la frappe depuis la mer contre des objectifs de grande valeur, tout en capitalisant sur la furtivité du navire et ses réserves d'énergie. Dans un environnement où les défenses côtières et les bulles anti-accès se densifient, approcher sans être détecté et délivrer une charge à très longue portée redevient un savoir-faire déterminant, presque un retour à la ruse navale des époques passées, mais avec des moyens du XXIe siècle. Cette logique a guidé l'intégration progressive de systèmes de missiles plus performants, capables de frapper loin et vite, là où l'artillerie navale classique n'apportait plus un rapport coût-efficacité convaincant. Ce virage a aussi remis en lumière l'architecture de lancement dispersée sur le périmètre du navire. Les cellules verticales, séparées de la masse centrale, ont été pensées pour limiter les risques d'un incident propagé, tout en facilitant la maintenance et l'évolution des charges. Pour un public familier de l'ingénierie industrielle, on pourrait comparer cela à une conception modulaire, fail-safe,
qui isole les sous-systèmes et réduit les points de défaillance communs. Cette approche, combinée à la gestion intégrée de l'énergie, autorise des profils de mission ou différents effecteurs, qu'il s'agisse d'intercepteurs, de missiles polyvalents ou de vecteurs de frappe lointaine, peuvent coexister sans saturer la plateforme. Dans la pratique, cela donne au commandement une boîte à outils plus flexible, capable de s'adapter à l'imprévu opérationnel. La question des senseurs et de la survivabilité électronique n'a pas été négligée. Les suites sonars à double bande, la configuration automatisée de détection sous-marine et la réduction des émissions électromagnétiques constituent un ensemble cohérent pour la lutte anti-sous-marine et la discrétion générale du navire. Aux yeux d'un lecteur expérimenté, cette combinaison rappelle les grands principes de la guerre navale contemporaine. Voir sans être vu, comprendre avant l'adversaire, puis frapper avec un délai décisionnel minimal. Le défi n'est pas seulement technique, il est aussi humain et organisationnel. Les équipes à bord doivent orchestrer un flux d'informations continu, hiérarchiser les signaux utiles et conserver des marges de sécurité lorsque l'automatisation atteint ses limites. Bien entendu, tout changement de cap s'accompagne de choix difficiles. Certains équipements initialement présentés comme emblématiques ont été écartés ou repensés, non par renoncement, mais par réalisme budgétaire et opérationnel. Pour un lectorat qui a vu d'autres grands programmes évoluer au fil des décennies, cela ne surprendra pas. La vie d'un navire de combat s'inscrit dans des cycles, et chaque grande refonte est l'occasion d'aligner la technique, la doctrine et les contraintes de maintenance. Les enseignements tirés de cette classe alimentent déjà les réflexions sur les futurs grands bâtiments, qu'il s'agisse de frégates plus légères, de destroyers de nouvelle génération ou de plateformes spécialisées dans la lutte anti-aérienne et la guerre en réseau. Sur le terrain, ou plutôt en mer, la mise au point opérationnelle a progressé par paliers. Des tirs réels, des simulations, des périodes d'expérimentation en flotte ont permis de vérifier la cohérence entre capteurs, systèmes d'armes et conduite de combat. Il reste des pas à franchir, c'est le lot de toute capacité pionnière, mais le chemin est désormais balisé. Rationaliser les capteurs, fiabiliser les chaînes logicielles, intégrer progressivement des munitions à plus grande allonge, puis valider l'ensemble dans des scénarios réalistes. Pour un public adulte, habitué à raisonner en termes de risque et de retour sur investissement, cette progression contrôlée a plus de sens qu'une course à la nouveauté débridée. Il faut également évoquer la logistique et le maintien en condition, domaine souvent moins spectaculaire que la puissance de feu, mais décisif dans la durée. Un navire doté de systèmes uniques entraîne des chaînes d'approvisionnement spécifiques, des outillages dédiés et une formation sur mesure. La réduction de la série à 3 unités a complexifié cet aspect. Les autorités ont donc cherché à rapprocher certains éléments de la base industrielle commune. Radars, composants de combat, méthodes d'intégration, afin d'alléger la dette logistique et de stabiliser les coûts de possession. Cette recherche de convergence, compréhensible pour toute personne ayant géré des flottes hétérogènes, vise à assurer que l'ambition opérationnelle ne se heurte pas à une réalité de maintenance insoutenable. À l'horizon des prochaines années, la vocation des 3 unités apparaît plus nette. Servir de vecteur furtif pour des frappes à longue, voire très longue portée, tout en conservant des capacités de défense et de déni de zone suffisamment robustes pour survivre dans des environnements contestés. Dans un théâtre indo-pacifique par exemple, où la profondeur stratégique et la densité des défenses adverses imposent des trajectoires prudentes, disposer d'un grand bâtiment discret, à l'endurance énergétique conséquente, capable d'approcher pour délivrer quelques frappes déterminantes, peut peser sur les calculs de l'adversaire. Ce n'est pas la panacée, aucun navire ne l'est, mais c'est une pièce singulière dans un échiquier où la vitesse de décision et la surprise retrouvent une place centrale. Derrière le vernis technologique, l'histoire de cette classe raconte aussi la maturation d'une idée simple. La mer redevient une zone d'incertitude où l'avantage ne tient pas seulement à la masse, mais à la combinaison fine de la discrétion, de la connectivité et de l'effet terminal. Le Zumwalt, avec ses inflexions, ses détours et ses paris parfois coûteux, aura servi de laboratoire à ciel ouvert. Pour celles et ceux qui suivent la chose navale depuis des décennies, il offre une synthèse de ce que l'innovation implique vraiment, accepter l'imperfection transitoire, investir dans l'architecture plutôt que dans l'ornement, et garder le cap sur l'emploi réel, celui qui, au bout du compte, justifie l'effort humain, industriel et financier. Peu à peu, l'orientation doctrinale s'est précisée autour d'un emploi de frappe lointaine,
avec l'idée d'exploiter la discrétion de la plateforme pour approcher la zone d'intérêt avant de délivrer des effets à haute valeur ajoutée. Dans ce cadre, l'abandon des projectiles guidés d'artillerie, trop coûteux et devenu irréaliste pour un soutien-feu soutenu, a ouvert la voie à des intégrations de missiles de nouvelle génération, capables de s'insérer dans un concept de pénétration des défenses adverses. Pour un lectorat adulte habitué aux compromis industriels, le raisonnement est clair. Mieux vaut concentrer les investissements sur des effecteurs crédibles et évolutifs que de s'acharner sur une solution brillante sur le papier, mais économiquement intenable. Ce repositionnement a relancé un chantier d'ingénierie conséquent à bord des unités, notamment le remplacement des 2 pièces d'artillerie de 150 mm par des modules d'emport destinés à des vecteurs de frappe à très longue portée. Sur le plan pratique, cela implique de reconfigurer des volumes internes, d'adapter les interfaces logicielles et de revalider l'ensemble des chaînes fonctionnelles, du capteur à l'arme avec les exigences de sûreté qui s'imposent. La philosophie modulaire d'origine aide à absorber ces évolutions. L'idée est de substituer un effecteur par un autre sans réinventer la plateforme. À l'échelle d'une carrière de navire, c'est précisément ce qui garantit la pertinence opérationnelle. Dans le même temps, la marine a poursuivi un cycle de vérification opérationnelle graduelle. Des exercices de tir réels, des bancs de simulation et des campagnes d'essais ont permis d'évaluer la robustesse de la défense anti-aérienne et de surface, tout en mesurant les marges de progression. Il reste à parfaire certaines évaluations de survivabilité, notamment celles qui simulent des agressions complexes, mais la trajectoire générale va vers une montée en maturité avec un jalonnement sur plusieurs années. Aux yeux d'un public de plus de 40 ans, rompu au délai incompressible des grands programmes, cette temporalité n'a rien d'inhabituel. Elle reflète la prudence méthodique propre au système d'armes majeures. L'autre avantage souvent sous-estimé de la classe réside dans sa réserve énergétique. La propulsion électrique intégrée, dimensionnée large dès l'origine, confère au bâtiment des marges significatives pour des capteurs plus puissants demain, voire des systèmes émergents à forte demande électrique. Cet excédent de puissance n'est pas seulement une commodité technique, c'est une assurance vie pour l'avenir, permettant d'accueillir des radars modernisés, des moyens de guerre électroniques plus exigeants, ou des effecteurs à énergie dirigée lorsque ceux-ci atteindront une maturité suffisante pour un emploi prolongé en mer. Dans une flotte qui évolue par paliers, la capacité à absorber l'avenir vaut presque autant que la performance du jour. Bien sûr, la question des coûts de possession demeure. 3 navires au standard singulier, c'est une logistique qui ne bénéficie pas des leviers d'échelle. D'où l'idée, de plus en plus affirmée, d'aligner certains sous-systèmes avec des briques plus répandues dans la flotte afin de simplifier la maintenance, de mutualiser la formation et de contenir les dépenses récurrentes. Pour un lecteur qui a travaillé de près ou de loin avec des flottes hétérogènes, automobiles, aéronautiques ou informatiques, l'intuition est la même. Plus on rapproche les références, plus on accroît la disponibilité et plus on lisse les coûts. La clé est de le faire sans altérer les avantages originels de la plateforme, au premier rang desquels sa signature réduite et sa réserve d'énergie. Sur le plan tactique, l'emploi escompté privilégie désormais des raids mesurés mais déterminants, où la surprise, la vitesse d'exécution et la réduction de l'exposition guident la manœuvre. Le bâtiment, par sa silhouette et par sa gestion discrète des émissions, peut s'approcher davantage que des plateformes plus bruyantes électromagnétiquement. À l'échelle d'un théâtre vaste, cela se traduit par la possibilité de créer des fenêtres d'opportunités courtes mais décisives, en frappant des objectifs durcis ou bien défendus, avant de se replier derrière des écrans amis. C'est une manière contemporaine de retrouver un principe ancien. Dans les guerres navales, l'avantage revient souvent à celui qui impose le tempo et choisit son moment. Cette évolution doctrinale ne gomme pas les leçons du passé proche. Les difficultés des premières années, coûts élevés, technologie pas tout à fait mature, munitions d'artillerie hors de prix, ont vacciné contre l'enthousiasme aveugle. L'équipe programme a privilégié le suffisamment bon et extensible au parfait mais impraticable. L'objectif est de disposer d'un socle stable, puis d'ajouter des couches capacitaires par incréments réalistes, avec des validations rigoureuses entre chaque étape. Pour un public 40+, habitué au grand cycle de modernisation dans l'industrie, c'est une démarche lisible, sécuriser l'existant, préparer la prochaine marche et n'avancer qu'une fois les risques bornés.
Sur la vie à bord, le quotidien reflète ce double héritage, marin et numérique. L'écart s'appuie sur une instrumentation dense, mais la hiérarchisation des signaux et la gestion des priorités restent affaires d'expérience. La formation initiale intègre plus de modules logiciels, la maintenance préventive s'appuie davantage sur des données et les décideurs de passerelles doivent jongler entre le sens marin et l'exploitation efficace de systèmes complexes. Ce n'est pas un navire qui se pilote tout seul, aucun grand bâtiment de combat ne l'est, mais une plateforme où l'humain, mieux outillé, peut concentrer ses efforts sur la décision tactique plutôt que sur la simple surveillance des paramètres. En fin de compte, la classe a retrouvé une cohérence avec son époque. Moins un couteau suisse, théorique, qu'un vecteur de frappe discret, soutenu par une architecture ouverte et électrique, que l'on peut faire évoluer sans reconfigurer la coque tous les 5 ans. Pour les passionnés qui suivent l'histoire navale depuis les grands débats d'après-guerre froide, le parallèle est éclairant. On revient à des qualités fondamentales, approcher, voir, frapper, survivre, servies par une technique enfin alignée sur des objectifs concrets. Si l'ambition initiale a été revue, le potentiel à long terme n'en est pas amoindri. Il est simplement mieux orienté, au service d'une mission claire et d'un emploi réaliste en flotte. En définitive, la classe Zumwalt a quitté l'utopie du tout faire pour assumer un rôle clair. Un grand vecteur discret, conçu pour approcher, délivrer une frappe décisive, puis s'éclipser en s'appuyant sur une architecture électrique et logicielle prête pour les évolutions à venir. Elle aura coûté cher en tâtonnement, mais laissé un héritage concret. Modularité, gestion fine des signatures, réserve d'énergie, intégration logicielle disciplinée. Pour des professionnels aguerris, la morale est connue. Mieux vaut un outil spécialisé, fiable et extensible qu'un prodige théorique ingérable en ligne de front. À ce titre, ces navires ne sont plus des promesses. Ce sont des plateformes d'avenir, recentrées, sobres et désormais en phase avec la mer telle qu'elle est, exigeante, opaque et impitoyable pour les concepts séduisants mais impraticables.